Guillaume bienvenue à tous les internautes de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous avons un débat ouvert où on va parler avec le Kufu Imhotep Atumra et avec Eruka Nefera Coutinetier, moi-même, qui va poser quelques questions pour comprendre exactement comment faire pour préparer l'évolution humaine. Parce que dans beaucoup de cas aujourd'hui, l'information est à nos portées. On a l'Internet, on a le monde digital, on a beaucoup de personnes qui commencent à se réveiller, qui parlent de toutes les informations qui vraiment sont plus ou moins à portée de nos mains. Donc le débat avait déjà commencé pendant quelques temps, mais on arrive à une question très, très, très fondamentale qui est le réveil de la conscience. Parce qu'on voit que l'information aujourd'hui peut être obtenue un peu avec beaucoup, beaucoup de formes et un peu partout. Mais la question qui reste, c'est comment faire pour obtenir le réveil de la conscience. Donc aujourd'hui, on est avec Kufu Imhotep Atumra qui va essayer de donner quelques éclairages pour nous aider parce que quand on voit aujourd'hui, je me rappelle il y a quelques années, on a eu les informations sur les Illuminati. Comment les Illuminati, c'était des sociétés secrètes qui étaient mauvaises. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui portent des t-shirts en disant Illuminati, et c'est quoi ton problème? Pour dire que c'est une réalité maintenant qui a été acceptée. Donc, avoir l'information n'est pas seulement nécessaire, mais n'est pas aussi dernier, mais ça peut aussi devenir une limitation. Donc, comment faire pour évidemment arriver au réveil de la conscience? Douat. Douane et cher. Comme je disais avant, quand on a commencé, il y a des éléments. Il y a l'éveil, ok? L'éveil et il y a la prise de conscience, qui sont deux choses complètement différentes, ok? L'éveil, ça signifie être informé, être réveillé sur quelque chose. Je donne l'exemple. Vous êtes dans un village et on va couper un arbre, ok? Ou on coupe un arbre. Vous êtes éveillé, vous êtes informé sur le fait que, ok, cet arbre est en train d'être coupé et que demain, il ne va plus être là. Ça, c'est l'éveil. Vous comprenez l'information. Vous êtes capable de synthétiser l'information. La prise de conscience, c'est quelque chose d'autre. La prise de conscience, c'est maintenant savoir que cet arbre-là a des racines très profondes qui vont tellement profondes dans la terre et qui pompe de l'eau. C'est-à-dire cet arbre-là, son système de racines est un système de pompage et de filtrage d'eau qui fait que dans votre village ou dans votre zone, les nappes d'eau sont à la surface. Quand vous creusez après 2 mètres, 3 mètres, vous avez déjà de l'eau. Cet arbre-là, plongeant ses racines profondément dans la terre et apportant de l'eau, non seulement fournit l'eau aux personnes, mais vous permet par exemple d'avoir une rivière à côté, vous permet par exemple de faire l'agriculture. Et maintenant, quand cet arbre tombe, les nappes d'eau vont commencer petit à petit à descendre dans les profondeurs parce qu'il n'y a plus un système de pompage. Et que dans une année, des années, ce territoire-là va être frappé par la sécheresse. Il n'y aura plus de capacité de produire la nourriture. Ça, c'est la prise de conscience. C'est deux moments complètement différents. Aujourd'hui, on parle de tout. Rien n'est plus caché. Et c'est l'éveil, c'est-à-dire le sens qu'on est informé. Mais cet éveil manque de conscience. La conscience implique, ou disons, la conscience indique les conséquences que cette action va avoir sur l'autre. Aujourd'hui, on sait que, écoute, l'argent, c'est la porte du mal. Tout le monde va travailler pour avoir le même argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas conscience sur les conséquences de cette situation. Et maintenant, ayant inondé le monde avec de l'information de tout type, avec Internet, les esclavagistes, les colonisateurs se sont assurés
que l'information soit devenue complètement inutile. Quand quelque chose est donné en abondance, elle devient inutile. Elle perd son principe d'existence. Le pain est important quand il n'y en a pas trop, il y en a peu. Quand vous pouvez trouver le pain à chaque coin des rues, vous en trouvez plein dans la poubelle. Jusqu'à ce qu'il y aura pénurie de pain. C'est à ce moment-là que la valeur du pain va retourner. La valeur d'une chose est en relation ou est inversement proportionnelle à sa disponibilité. La valeur d'une chose est inversement proportionnelle à sa disponibilité. Quand quelque chose est disponible à tout coin, elle perd des valeurs. Elle n'a plus de valeurs. Mais attention, la perte des valeurs n'implique pas la transformation des conséquences que telle chose va impliquer. Dans un village où les serpents sont à tout bout des rues, on arrive à un point où on n'a plus peur des serpents. Parce qu'on les voit partout. Mais cela ne veut pas dire que, comme il y a beaucoup de serpents dans votre village, si les serpents te mordent, ça ne va rien te faire. Absolument pas. Si les serpents te mordent, tu vas toujours mourir. Indépendamment du fait qu'il y en a peu, qu'il y en a nombreux. Ça, c'est la conscience. Être conscient que les serpents, en te mordant, tu risques de mourir, c'est conscient. Savoir qu'il y a les serpents dans tous les coins de la rue, ça, c'est l'éveil. Ça, c'est l'information. Savoir qu'il y a des Illuminati partout, qu'il y a des sectes démoniaques partout. Savoir que le système chrétien de l'existence est complètement fausse. Les divinités dont on parle de la Bible sont complètement fausses. Il s'agit des êtres organiques. Savoir que tout ce qu'on nous raconte généralement, tout ce que nous avons appris pendant notre existence a été basé sur des mensonges, spécialement quand on réfère à la religion. Eh bien, c'est de l'information. Les conséquences que telles révélations font partie de la conscience, de la prise de conscience. Et là, il y a un océan dans le milieu. Parce que je me rappelle, quand toutes les informations ont commencé, au fait, il y avait un jeu qui était tellement que les informations, je dirais il y a 10 ans, 15 ans, il y avait peu d'informations. Donc quand on se réveillait, le choc était vraiment extrême. Parce que c'était la seule chose qui était choquante, on se réveillait. Et après, vraiment, on prenait la conscience, on avait peur. Et après, on faisait un chemin. Il y avait certains qui avaient l'information, avec le choc, regarder autour d'eux, il n'y avait pas d'alternative et puis rentrer quand même à l'intérieur parce qu'ils se sentaient comme si c'était mieux d'être endormi. On a le cas de la personne dans le film Matrix qui voulait rentrer dans le sommeil. Séraph qui voulait rentrer dans son sommeil. Donc on a eu beaucoup de personnes, surtout dans la période précédente, qui ont choisi ça. Par contre, on a aussi eu beaucoup de personnes qui se sont dit que non, on va se réveiller et puis on va trouver plus d'informations. Mais aujourd'hui, il se fait qu'on a maintenant des enfants ou des personnes qui grandissent dans un monde où toute l'information est dehors et ils se disent que le monde a toujours été comme ça et qu'est-ce que je veux faire pour changer ou qu'est-ce que je peux faire. Et à la fin, l'information n'est même plus, découvrir la réalité n'est même plus un choc parce qu'on se dit que qu'est-ce que vous attendez? Il y a pas de, comme on dit, tout est vrai sauf les mythes. Donc, on voit que toute information est vraie, mais il n'y a pas de conte de fées. Donc, à la fin, on pense que oui, c'est vrai qu'on réalise, on se réveille, mais à la fin, comment est-ce qu'on va sortir de ça? Parce qu'on ne voit pas des exemples positifs, par exemple, qui ont vaincu ce sort de jeu où on se trouve. Donc, à la fin, on se dit que oui, c'est vrai qu'on est dans une réalité très, très sombre, si on peut dire ça, ou une réalité très désastreuse ou une réalité mais moi je dirais une réalité blanche qui n'a rien à l'intérieur en fait, qui n'a rien qui nous nourrit à l'intérieur à la fin. Donc alors dans cette réalité, comment on fait maintenant pour prendre la conscience? Parce que avec l'information qu'on a, il y a des informations qui sont contradictoires, il y a certaines informations qui sont tellement à l'au-delà où on réalise qu'une action, elle est vraie, bonne, mauvaise, fausse et aussi juste et injuste en même temps. Et donc, c'est vraiment comment faire pour arriver à ce réveil de conscience et aussi à ce réveil où on a un réveil qui maintenant nous fortifie pour arriver à un éveil de conscience et aussi à, je dirais,
faire un upgrade de nous-mêmes. Donc, comment on fait maintenant pour développer notre DNA pour que cette information puisse nous transformer aussi? Douane, c'est que le monde qui nous contrôle a réalisé, et là je vais dire des choses qui vont choquer peut-être certains, c'est que les réveils, quand l'information permettant les réveils, quand il a été vidé de sa valeur, devient lui aussi un rêve, un sommeil. C'est-à-dire, c'est un rêve dans un rêve. Mais l'on pense être réveillé. Certains d'entre nous ont fait cette expérience-là, de dormir, d'être dans un rêve. Et puis dans le rêve, on se réveille et on pense qu'on est réveillé. Pour réaliser plus tard qu'en fait, on n'était pas encore réveillé, on était dans le sommeil. En sortant l'information, en mettant l'information à travers Internet, c'est toujours une information disant la vérité, mais une vérité très manipulée. Et cette vérité manipulée va dans le sens des vérités qui avaient été délivrées et qui avaient occasionné un certain éveil. Ils sont allés dans les directions de cet éveil-là, mais ils ont seulement dévié de quelques grades. En déviant de quelques grades, du point de vue de la conscience, quelques grades représentent beaucoup du point de vue des fréquences. En fait, on est rentré dans un autre sommeil plus profond. Seulement, c'est un sommeil où on rêve la liberté. C'est un sommeil où on pense connaître. Telle est la nature du sommeil qui a été, disons, administré. C'est un sommeil où on pense qu'on est en train de, enfin on va y arriver. On s'est bâti il y a longtemps, il reste très peu. On doit seulement pousser encore et on va se réveiller. Mais ce poussage ne va jamais s'arrêter. Parce qu'il s'agit d'un rêve. Maintenant, les rêves dépendent d'un élément très important. L'on rêve dans le corps physique. L'attachement à l'existence physique est la qualité et condition nécessaire pour un rêve. Notre vie en soi, par sa structuration mathématique, est un rêve. Parce que nous projetons notre conscience. Et la projection de notre conscience crée ce que nous appelons le monde physique. L'expérimentation que nous avons est un rêve, d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'appelle le rêve? C'est être ou voir quelque chose à partir d'un point où la conscience n'est pas présente. Notre conscience n'est pas présente dans le corps physique. Comme je parlais dans la maladie spirituelle, le corps physique n'est jamais malade. C'est l'esprit qui est malade. Maintenant, imaginons nous sommes en train de jouer un jeu électronique. Et dans le jeu électronique, nous avons un personnage, un gigaï, que nous sommes en train de piloter, tourne gauche, tourne droite. Il fonctionne. Il obéit à nos fonctionnements. Mais ce n'est pas nous. Ok? Maintenant, généralement, normalement, nous devrions, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. La prise de conscience ne passe pas sur connaître ce qui se passe sur le monde physique. La prise de conscience, on dit conscience. Et quand on dit conscience, parle de l'esprit. On ne parle pas de prise du corps. Prise de conscience. Mais seulement nous, on repense que la conscience est enfermée dans le corps. Non, c'est la conscience qui guide le corps. Et les rêves originaux, qu'on appelle l'expérimentation, étaient basés sur le fait que nous étions conscients d'être des esprits et que nous sommes en train de télécommander un corps dans une expérimentation. Les rêves s'est transformés et devenu, nous avons perdu conscience. C'est pourquoi on parle de prise de conscience. Et quand nous avons perdu conscience, quels en a été les résultats? Que nous sommes devenus des humains. Et les humains, c'est un rêve. Et on est rentré dans un rêve, dans un rêve.
La solution et la prise de conscience, tout simplement, c'est rappeler d'être conscience et non être humain. C'est là que les choses deviennent légèrement un peu difficiles parce que déjà du point de vue de l'être humain, nous ne connaissons pas beaucoup. Nous pensons vivre sur une terre ronde. Il existe 460 000 humanoïdes. 460 000 humanoïdes dispersés dans notre galaxie. Dans le secteur dans lequel nous vivons, appelé la Voie lactée, ou notre système solaire, qui est une longue plaine, et non des planètes comme on nous a fait croire à l'école. C'est une grande plaine, la Voie lactée. Et quand je regarde, autour de la Voie lactée, il y a une ceinture, une clôture. C'est-à-dire, il est isolé des autres secteurs. Il y a cette ceinture d'Orion, cette ceinture, la Voie lactée, qui est un mur, un grand mur. À l'intérieur de ces murs, il y a des autres murs que nous percevons comme planètes. Et autour de ces murs-là, de ces grands murs qui doivent appeler la ceinture d'Orion, il y a 26 types d'humanoïdes existants ici. Même plus. Dans le temps, au temps de l'époque de Saint-Pierre, on parle de 26. Il y a très longtemps. Quand ce recensement a été fait. 26 ou 26 000? Non, 26 habitants ici sur Terre au temps de Saint-Pierre. Ça, à cette époque-là, on parlait de la présence. C'est comme dire qu'en Angleterre, au XIIe siècle, il y avait présence de 5000 Noirs. Maintenant, il y a des Noirs, il y a des Japonais, il y a des Asiatiques, il y a des gens qui n'existaient pas à cette époque-là. Je suis en train de parler par rapport à un rapport, c'est-à-dire au temps des temps de Saint-Pierre, il y avait 26 espèces d'humanoïdes existants ici. Et chaque humanoïde est renfermé dans un secteur bien donné. Il y a un film qui parle de cela, je me souviens bien. Le nom Inception. C'est pas Inception. Il y a un film comme ça, on parlait de l'humanité divisée en plusieurs secteurs. Ok? Et je suis en train de parler de la conscience. Ça ne serait pas de la conscience, parce que nous devons diviser entre conscience et connaissance. La conscience se réfère à la conscience. La connaissance des informations se réfère au cadre physique. Ces éléments, généralement, on fait beaucoup de confusion là-dessus. Et cette confusion nous met dans une situation de confusion énorme. Ah, je suis devenu conscient. De quoi? Je suis devenu conscient que mon pays est sous colonisation. Qu'est-ce que ça a à voir avec la conscience? Il y a même le niveau de conscience qui a été vraiment, si je peux dire, si le niveau de conscience était de reconnaître qu'on était esprit, on a même vraiment fait, tellement qu'on parle trop de prise de conscience aujourd'hui aussi, et comme tu parlais de la partie, donc la valeur de la conscience a vraiment tellement baissé que c'est devenu des miettes, où les gens déjà se rendre conscients que il y a une personne qui travaille chaque matin pour conduire un bus, qui doit le traiter gentiment. Pour lui, traiter, par exemple, une personne qui donne un service gentiment, c'est une prise de conscience. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes, le fait qu'il y a d'autres personnes qui habitent dans leur pays, il faut leur respecter pour ceux qu'ils sont. C'est une prise de conscience. Respecter une personne, peu importe sa couleur de peau, c'est une prise de conscience pour certaines personnes. Donc on voit comment c'est, je ne dirais même pas pour certaines personnes, mais aujourd'hui, pour tout le monde, aujourd'hui, des petites choses pareilles sont des prises de conscience. Et c'est comme si la prise de conscience, les mots l'indiquent, on parle de conscience et pas d'autre chose. Quand on dit prendre de l'eau, c'est prendre de l'eau. On ne peut pas élargir, je suis en train de prendre quelque chose qui est liquide, qui est du jus, je prends de l'eau parce qu'il est liquide. Non. De l'eau, c'est de l'eau. Prendre du jus, c'est prendre du jus. Ok? Une prise de conscience est indicative de la conscience. La conscience, c'est un état de l'être très élevé qui a affaire avec la quantité ou la disponibilité de l'énergie de conscience. Mais quand on tombe vers le bas, quand on descend, quand on perd de l'humanité, on perd de conscience. Alors, une personne, par exemple, comme vous venez de l'exemple, qui ne sait pas qu'il faut respecter l'autre,
C'était une personne qui est tombée tellement en bas que pour lui, on ne peut pas parler de conscience. À ces moments-là, on ne parle plus de conscience. On parle d'information. On parle de connaissances. La connaissance, ce n'est pas la conscience. On peut parler des rêves. On peut parler des mauvaises structurations. Mais de l'intelligence, pas de la conscience. La conscience, c'est quelque chose d'autre. On peut appeler, à ces moments-là, on peut parler d'éveil. Une personne non éveillée. On peut parler dans le cadre de l'éveil, on peut parler de sensibilité. Mais l'éveil, sensibilité, intelligence, connaissance, qui est la connaissance, un état un peu plus élevé de l'intelligence, de la sensibilité, n'a rien à voir avec la conscience. Et le fait que l'on pense que maintenant, on a compris que l'esclavage était une mauvaise chose, qu'on est conscient, ça c'est une erreur. Et au fait, c'est exactement ceci qui crée les conditions pour un rêve dans un rêve. Parce qu'on pense, parce qu'on est conscient que l'esclavagisme était mauvais, qu'on est devenu conscient pendant qu'on est dans la direction opposée de la conscience. La conscience, la prise de conscience a été enfermée dans le bulle de la religion, où le seul espace de la compréhension des consciences, de la prise de conscience, a été dévié par les manifestes religieux, où l'on dit on doit prier un Dieu, on doit se référer par un Dieu. Or, la conscience implique à réaliser que nous sommes un rayonnement de la source, tel les rayons du soleil. Maintenant, quand je l'ai dit, c'est un mot. Nous sommes les rayonnements, et chaque être est un rayonnement du soleil, c'est-à-dire un représentant du soleil. Comment savons-nous que le soleil s'est levé? Parce que les rayons du soleil nous atteignent. Chaque être est un rayonnement de la conscience. Maintenant, ça c'est de l'information aussi. La prise de conscience n'est pas de l'information. La prise de conscience, c'est une transformation de l'intérieur et commencer à expérimenter cet état des choses. Là, nous avons la libération. En fait, en parlant là, je me suis rappelé, j'étais en train de lire le livre de Dr. Laila Oafrika, un de ses livres qui s'intitule Nutricide ou bien Nutritional Destruction of Black People. Alors, dans ce livre, il parlait de la destruction nutritionnelle des Noirs. La destruction nutritionnelle des Noirs. Donc, c'est un livre qui est très important pour ceux qui parlent anglais parce que vraiment, ça explique beaucoup de choses qui nous aident à comprendre comment le monde, il est organisé. Alors, dans ce livre, il y avait un étudiant d'Aristote qui a écrit un livre, son nom, je pense, c'était Théophratus. Alors, le nom du livre s'appelait The Characters ou encore Les Caractères. C'est un livre qui a été écrit entre 319 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Donc, alors, dans ce livre, il est en train de décrire plusieurs sortes de caractéristiques, de caractères. Donc, il y a des caractères dans le livre et ces caractères ou ces personnages représentent différents éléments de la vie européenne. Donc, c'est un peu pour vraiment symboliser le caractère. En fait, il parle d'une mentalité de cave. Donc, ça montre comment les Européens ou les Caucasians vivaient dans des grottes. La mentalité des grottes. La mentalité de grotte est sortie et ça s'est développé dans une mentalité de peur, de frustration. Et c'est vraiment toutes ces mentalités qui sont nées pour la survie. Mais déjà en 319 avant Jésus-Christ, on parlait de ça pour éveiller les gens à essayer il faut maintenant comprendre quelle mentalité on se retrouve à l'intérieur et essayer de travailler pour aller au-delà de toutes ces mentalités. Alors on a des mentalités qui représentent par exemple la supériorité, les personnes qui pensent qu'ils sont supérieurs des autres, donc la flatterie. On a les personnes qui sont officieux, qui pensent qu'ils sont des officieux. On a ceux qu'on appelle stupides, parce que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à comprendre les informations, mais pensent qu'ils sont intelligents. On a des personnages ironiques. On a des personnages qui apprennent lentement. Il y a des personnages qui ne s'arrêtent pas, qui veulent tout le temps faire ce qu'ils veulent sans s'arrêter.
Et bien sûr, on a des personnes qui ont trop de tactiques, des personnes qui parlent des autres, qui sont offensives, des personnes superstitieuses, des caractéristiques avers, il y a des avarices, et puis on a tellement trop de caractères. Et alors, c'est comme ça que, quand on parlait, l'arrogance aussi en est un, comme caractère. Donc, ce sont des caractères qui sont nés pendant que les Blancs, ou je peux dire les Caucasians, le Kodam, vivaient dans des grottes. C'était des caractéristiques qui sont nées pour survivre. Il y avait tellement d'injustices, tellement de mal qui se passait. Donc, du coup, et aussi, il y avait tellement pas de nourriture qu'ils ont dû créer tous ces genres de caractères, tous ces genres de, on peut dire, de réactions de stress, qui fait qu'aujourd'hui, c'est dans les caractéristiques de, des Blancs, mais aussi dans tous les peuples qui ont été, d'une certaine manière, qui ont été colonisés par En l'esprit, contact, c'est en avec les contact. blancs, parce que quand quelqu'un est malade psychiquement et Mhm. qu'il vient en contact avec vous, vous êtes contaminé. C'est cette caractéristique des caves qui est à l'opposé des autres peuples comme le peuple noir qui ne vivait pas dans les caves. Ou par exemple, souvent on accuse les peuples noirs de paresse. Ok? Ce n'est pas de la paresse, c'est de la contemplation du monde. Ok? Parce qu'on est dans les caves, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas là où faire la toilette, l'extérieur est dangereux. Les caves, généralement, ont qu'une seule entrée. Mhm. C'est-à-dire, quand il y a un prédateur qui se présente à la porte, comme un ours ou un dragon, vous êtes foutu. Mhm. C'est-à-dire, il y a cette peur constante Mhm. d'une attaque extérieure. Et ils ont vécu dans ça, et ceci, et cette vie à laquelle ils avaient été contraints euh, après que leurs Elohim leur ont abandonné, ok? Parce que la race blanche n'est fabriquée par les Elohim, ok? Qui les protégeaient dans les gardes Eden, ok? Maintenant, après les Elohim vont partir, ok? Les deuxièmes Elohim, courants d'Elohim qui vont venir sont très dangereux, très capricieux, et ils vont fuir. Ils n'avaient plus l'air gardien. Ils se retrouvent abandonnés à la nature, une nature qui était hostile. C'est pourquoi, ne pouvant pas vivre en contact direct avec la nature, comme ils étaient dans des laboratoires, et la chose la plus proche d'un laboratoire qui pouvait exister, c'était des grottes. Mhm. Ils ne pouvaient pas vivre à l'ouvert. Ils ne pouvaient pas tout simplement vivre dormir à la pleine lune. Ils avaient besoin de quelque chose qui les entoure. Parce qu'ils sont des êtres qui, disons, synthétiques. Ok? Mhm. Pas de contact avec la nature. Mais seulement, ils vont rentrer dans un état comme un enfant abandonné qui doit vivre dans la grotte. Il est complètement, permanentement, de manière permanente effrayé. Ok? Maintenant, cette situation-là va causer en lui une maladie. Le nombre de la On est... population augmentait, les caves devenaient difficiles à vivre. Avec l'ère glaciale qui a aussi baissé, la nourriture commençait à devenir un peu plus abondante à l'extérieur. Les animaux dangereux qui rôdent durant l'hiver, les loups, les ours, sont partis, se sont retirés dans les endroits les plus froids. Il y avait possibilité de proliférer à l'extérieur des grottes. Mais seulement en sortant des grottes, il se porte avec lui la mentalité d'une grotte. C'est-à-dire, partout où il va, il ne pouvait pas dormir dehors. Il doit au moins se recréer une grotte Mhm. sous forme de maison. Et on C'est voit quoi les une maisons maison? antiques, c'était comme des Ouais, grottes, les maisons antiques étaient forme de grottes. Ok? avec des pierres et tout. Toujours dans les grottes, toujours enfermés. Ok? Quand tu vas par exemple dans le monde kémétique et le monde noir, tu vas te rendre compte que les constructions étaient énormes et il n'y avait que des colonnes. Généralement, les 4 murs manquaient. Parce que c'est-à-dire les 4 piliers représentent le rayonnement du soleil. Dans une construction rectangulaire. C'est là les pères en M. Ok? Les 4 murs manquaient, sauf dans les endroits où on devait se retirer pour dormir. Et dans beaucoup de civilisations, on trouve des constructions pareilles. Donc il y a une véranda Il y ou... a une véranda, il y a toujours une véranda et un espace petit. La plus grande partie de la maison était extérieure. Seulement les parties où l'on s'est retiré pour dormir étaient complètement couvertes. Et l'occidentaux, les Lekodam, avaient une mentalité des caves. Ce qui se manifeste dans la construction avec des grosses maisons où on a des toutes petites, où on ne vit qu'à l'intérieur. Mhm. On vit à l'intérieur, on sort très peu à l'extérieur. Et cette mentalité-là fait que les autres deviennent un ennemi parce que les autres, quand on est dans sa maison, les autres est un danger.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand ils vont à contact avec d'autres peuples sont contaminés par cette maladie. Maintenant, en Afrique, partout, toujours aussi, il va y avoir des cas, des clôtures. Mais la partie la plus pire est la séparation de l'autre, c'est-à-dire la rupture des formations sociales. Où ma famille à moi, ce sont mes propres enfants à moi. Ça aussi, c'est une cave. Je dois aller étudier à l'université, comme ça je vais avoir de l'argent pour moi. Ça aussi, c'est une cave. Mon mari à moi, c'est une cave. Ma femme à moi, une cave. Mon père à moi. Quand ton père, tu découvres que ton père a un autre enfant qui est demi-sœur, c'est la guerre. Pourquoi tu es dans une cave? Et ça, c'est une maladie qui nous a été transmise par les contacts avec le monde occidental. Et ça, c'est profond. Cette maladie se réplique à plusieurs niveaux. Et nous éloigne de la conscience. Parce que la conscience implique l'unité. La désunion implique le manque de conscience. Et le monde occidental aujourd'hui qui est devenu, lui, les porte-étendards de l'éducation, mais excusez-moi, c'est une éducation cavernicole, ou une éducation des cavernes, mentalité des cavernes, où dans une salle de classe, on doit décider qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième, manifestant tous les genres de types de personnalités qu'on a tenus, c'est-à-dire celui qui a l'ego, celui qui se sent supérieur à les autres parce qu'il est premier, l'autre qui se sent rusé parce qu'il vole les choses des autres, l'autre qui se sent mieux parce que lui mange mieux, l'autre se sent de cette manière parce qu'il a les plus beaux vêtements, et on a manifestation, c'est-à-dire la classe est une cave. Et on va dans les caves pour reproduire les mêmes différents types de personnalités reproduits dans les caves, dans l'époque où l'écho, après avoir été abandonné par ces Elohim, ces gardiens, qui ont dû fuir parce que d'autres Elohim plus puissants étaient arrivés. Certains d'entre eux sont tombés entre les mains de ces Elohim, certains d'entre eux ont fui. Et ceux qui sont fuis se sont réfugiés dans les cavernes. Et au fait, quand tu parles de l'école comme une cave, au fait, comme une grotte, c'est très fondamental parce que je me rappelle que ça marche pour les enfants un peu plus âgés, mais pour les petits enfants, quand ils ont 2-3 ans, moi je me rappelle quand j'étais à l'école maternelle, par exemple, j'étais en troisième maternelle, il y avait mon petit frère qui était en première maternelle. Alors lui, il ne comprenait pas qu'il doit rester dans sa classe toute la journée, pendant que moi, je suis dans 2 classes là, et il ne peut pas rester avec moi. Absolument. Pour un enfant, il pleurait, il disait, mais vous êtes fou quoi, parce que c'est ma soeur, ou bien c'est quelqu'un que je connais, pourquoi je ne peux pas venir dire bonjour? Pourquoi je dois rester chez moi? Dire oui, je peux bien aller là-bas, mais de temps en temps, il faut me permettre à venir. Alors on a fait un compromis, on lui a dit que quand tu veux, tu peux venir la dire bonjour, et puis tu rentres chez toi. Ok. Et c'était marrant parce que les jours avant, il pleurait. C'était vraiment, il pleurait tout le temps. Mais quand on lui a dit, ok, tu peux venir, tu dis bonjour, tu restes, tu donnes un câlin et puis tu rentres chez toi. Il a commencé à faire. C'est juste que pour un enfant, surtout un enfant noir, le truc où tu dois rester dans une cave ne fonctionnait pas pour lui. C'est ça, ceci est une des caractéristiques de la conscience pure, parce que l'enfant est inconscient. Je me souviens aussi, il y avait ma petite sœur maître, Sabrinette, qui avait les mêmes problèmes à l'école maternelle. Elle pleurait, elle ne voulait pas rester dans sa classe, elle voulait venir dans ma classe, qui était déjà en 6e primaire. C'est-à-dire, elle passait toute la journée, pas à l'école maternelle, pas dans les classes maternelles, mais en 6e primaire. Pourquoi? Parce que la conscience a été créée pour explorer le monde. C'est ça la nature de la conscience, maintenant. Quand est-ce qu'il y a perte de conscience? La perte de conscience, c'est fait à l'école. Parce que la conscience est mise dans des conditions à réaliser qu'il n'y a pas à explorer ici. Ici, tu dois faire comme on te dit. Tu pensais venir explorer le monde? Eh bien non. Tu es venu obéir aux ordres, obéir à l'autorité, obéir et faire ce que nous allons te dire. Ah, tu sais, déjà, on va te dire ce que tu vas faire. Tu vas faire l'école maternelle et tu vas obéir, l'école primaire et tu vas obéir,
l'école secondaire et tu vas obéir, l'université et puis tu vas obéir. Et quand tu vas sortir de l'université, tu vas penser que c'est fini d'obéir et que tu auras déjà 30 ans. Non, c'est pas fini, tu vas aller au travail et tu vas obéir. Et puis tu vas travailler pendant 40 ans, 50 ans et puis tu vas penser que le travail est fini, tu es trop vieux, tu dois aller dans la pension parce que tu dois attendre de mourir. La conscience prend un coup de foudre et il s'en va. On tombe, l'ange perdu. Quand on parle des anges tombés, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à un temps. C'est quelque chose qui se répète parce que chaque conscience est un ange. Et la tombée des anges, c'est la conscience qui tombe. Chacun de nous est un ange tombé, déchu. Chacun de nous est un ange déchu parce que la conscience a abandonné. Et la recherche de la spiritualité, c'est la recherche pour récupérer cette conscience qui a été perdue. Quand on parle religion, religare, relier. Relier un lien qui a été brisé. Le lien avec qui? Avec Dieu? Non. Tu es un rayonnement de conscience divine. C'est le lien avec ta conscience qui représente le Créateur qui a été brisé à travers l'école. En fait, si on veut dire ça aussi de manière, même en utilisant les termes religieux, le Dieu que tu cherches, c'est toi. Absolument, c'est ta conscience qui avait été perdue. Et tu ne peux pas la récupérer dans une église qui représente elle aussi une grotte. Non. Tu dois te lever et te mettre à genoux quand on te dit. Mais oui, tu dois prier à genoux. Mais ça, c'est une mentalité des grottes. Donner de l'argent des offrandes, ça, c'est une mentalité des grottes. Comment passe-t-on résoudre un problème en mettant en acte les mêmes actions qui ont créé les problèmes? En fait, c'est comme une cérémonie, un rituel qui répare, qui retourne, qui retourne. C'est un peu comme si c'est aussi pour cristalliser, parce qu'en même temps, si on veut aussi voir, on peut dire que les Blancs ou les Locodames qui se sont allés se cacher dans des grottes, ce sont des personnes qui avaient fouillé la domination des nouveaux... La domination des nouveaux arrivés, les nouveaux dieux, les nouveaux Elohim qui sont arrivés. Depuis, on parle des personnes qui voulaient, d'une manière ou d'une autre, refuser l'injustice. Mais en réalité, maintenant, on prend tous les résultats de ce problème et maintenant, c'est ça qu'on en force sur vous. Et on utilise ça maintenant comme une sorte de virus qui va maintenant contaminer tous les autres peuples, parce que c'est la mentalité de cave, c'est ça qui était à la ressource de l'esclavage. Et c'est comme ça que, par exemple, le peuple noir continue de parler de l'esclavage de 400 ans, parce que, ayant pas la mentalité d'esclave, la mentalité de grotte, la mentalité de cave, cet esclavage était un choc, ou bien cette rencontre était un choc pour le monde noir. Donc un choc dans le peuple noir. On parle et va continuer d'en parler pendant très longtemps, parce que c'est une chose qui n'entre pas, c'est une compréhension qui est au-delà de la compréhension selon la culture et l'histoire noire, si on veut dire ça comme ça, l'histoire kémétique. Donc on se retrouve dans une réalité qui non seulement est fausse, mais on a toutes ces informations ici qui peuvent nous aider à faciliter notre retour vers notre conscience, à nous relier avec la conscience. Donc, en dernier, si on peut vraiment résumer tout ça et pour dire que, d'abord, numéro 1, malgré que les informations sont à la portée de tout le monde et ont perdu leur valeur, est-ce que les informations sont toujours importantes? Les informations sont toujours très importantes si on sait comment utiliser l'information. Comment utiliser les informations? Comment trouver les bonnes informations? Les bonnes informations sont disponibles à l'intérieur de nous. Notre conscience est en mesure de nous faire comprendre quand l'information est bonne ou pas. Ceci naît dans un premier temps la compréhension, c'est-à-dire au niveau le plus bas, les réalisations que nous avons en nous une double vie. Nous avons la vie que nous exprimons en tant qu'être humain et nous avons la vie en tant qu'esprit. Notre esprit est la seule capable de rentrer en relation avec notre conscience. La femme, lui, par contre, a 3 vies. Il y a la vie de l'utérus qui est connectée au cosmos. Il y a sa vie en tant qu'individu humain. Et puis il a sa vie en tant qu'esprit. Remplit les 3 conditions de l'existence de notre monde. D'où les facteurs HR qui n'est transmissible que par la femme, parce que la femme a rempli ces 3 conditions-là de l'existence.
il faut arriver à filtrer l'information au niveau de l'esprit, puis au niveau du corps. C'est quoi la différence? La différence est qu'au niveau, niveau du corps, nous avons ce que nous appelons, ou de l'esprit du corps, ou de la petite conscience du corps, de l'intelligence du corps. Parlons de l'intelligence du corps, nous avons ce que nous appelons nos opinions. Nos opinions, notre foi, la pensée, notre intelligence, qui nous porte à la raison. La raison humaine détache l'être humain de sa conscience. Parce que la raison est reliée à la logique. La logique est reliée au connu. Et le connu est très limité. Le connu, c'est le champ d'expérimentation du corps physique. Pendant que notre esprit expérimente ce qu'on appelle l'inconnu. Et notre conscience, lui, expérimente ce qu'on appelle l'inconnaissable. Alors, le rapport mathématique entre l'inconnu et l'inconnaissable est de la manière suivante. Connu, 4%. Inconnu, 36%. L'inconnaissable, 60%. Aussi longtemps que nous sommes dans la logique du raisonnement, à nous appris à travers l'école, nous sommes condamnés aux exigences du corps physique, à l'intelligence du corps physique, limitée à ce petit monde qui ne représente que les 4%. Nous devons développer en nous la capacité d'expérimenter, non plus avec le corps physique, mais avec l'esprit. La question qui se pose, c'est comment faire la différence? La différence se trouve au niveau des sens. Les 5 sens sont reliés au corps physique. Ce sont des senseurs qui sont très mal utilisés. Les senseurs ne sont pas des éléments d'expérimentation, ne sont pas des atouts ou des outils d'expérimentation. Les senseurs dans les 5 sens ne nous permettent pas, et là ça me fait rire, les 5 sens ne sont pas là pour nous permettre à comprendre le monde extérieur. Parce que le corps physique est aveugle. Il naît aveugle, il n'a jamais eu de vie, il n'a pas de vie. C'est comme ça, on dit souvent, on ne meurt pas. Parce que le corps physique n'a jamais de vie. C'est comme un vêtement. Peut-on dire que ton jaquette a la vie? Non, il bouge parce que tu l'as mis sur toi. Si tu le laisses sur le lit, il reste là. C'est ainsi que quand le moment où notre esprit abandonne notre corps pendant que nous dormons, le corps ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne peut pas bouger. Parce qu'il a été abandonné par l'esprit. Il doit attendre que l'esprit rentre dans le corps, anime le corps, pour que le corps puisse bouger. Alors, dans ce cas-là, l'insomnie, c'est quoi? C'est un corps, c'est l'esprit qui n'arrive plus à sortir du corps ou... Non, l'insomnie, c'est seulement pas l'insomnie, c'est-à-dire marcher, comme on dit, marcher dans la nuit. Et c'est seulement dans les somnambules. Les somnambules, c'est quelque chose dans un tas. Les somnambules indiquent un état de possessif. C'est-à-dire, pendant que l'esprit est sorti, il y a quelque chose qui est en train, qui ne sait pas très bien utiliser les corps, et dont l'incapacité à ouvrir le corps parce qu'il n'a pas toutes les clés d'accès. Et il essaie de prendre le contrôle de ce corps. C'est-à-dire le somnambulisme, c'est une situation de tentative de possession. De dépossession et de possession. Parce qu'il faut déposséder l'esprit logé dans le corps pour la posséder. Ça, c'est le somnambulisme. Rentrons en nous. Les 5 sens ne sont pas faits pour percevoir le monde extérieur. Les 5 sens sont faits pour se relier à l'esprit. C'est l'esprit qui voit. C'est l'esprit qui sent. C'est l'esprit qui perçoit. Et pas les corps physiques. Il y a un mauvais usage des 5 sens qui se reflète vers l'extérieur. Et quand on reflète les 5 sens vers l'extérieur, on est soumis à la dépression, à la fatigue,
aux tourments, aux difficultés, parce qu'il y a un mauvais usage. À l'insomnie, oui. Les 5 sens sont faits pour augmenter le niveau d'interaction entre corps et esprit. Ce sont les liens, les 5 sens entre le corps et l'esprit. Tu te mets, tu t'assois devant une plage, une bonne inspiration et longue expiration. Tu t'es directement connecté avec ton esprit. Il te vient tout de suite des sourires. Pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, les 5 sens sont alignés avec l'esprit. Et l'esprit ne peut être qu'en état de gaieté. Et voilà que tu souris tout de suite. Quand tu finis une méditation, tu te sens tout de suite bien, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que durant la méditation, tu as fait l'introspection des 5 sens, réalignant, mettant les 5 sens dans ce qu'ils devaient réellement faire. Être en relation avec l'esprit. Et tout de suite, tu te sens mieux. Tout de suite, tu te sens mieux. Parce que c'est ça les rôles. Quand tu fermes les yeux, tu respires, tu vas te rendre compte que tu es dans l'obscurité, mais dans cette obscurité, tu es en train de voir. Et qui parle des yeux fermés? Quand tu fermes les yeux, tu ne vois pas. Tu vois. Reste en calme dans cet état-là un peu plus, un peu plus longtemps. Tu vas commencer à voir des images en toi. D'où viennent ces images? C'est ce qui perçoit l'esprit. C'est ce qui perçoit l'esprit. C'est l'esprit qui perçoit. Les yeux ne voient pas. Les toucher, l'odorat, non. C'est un mauvais fonctionnement. En fait, ils apportent toujours un élément de discrimination. Mauvaise odeur. Ces gens-là, ils aiment mauvais. Or, ce sont une odeur culturelle. Il n'est pas bien habillé. Quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, il est toujours très mal habillé. Et il sent toujours mauvais. Quand c'est quelqu'un qui est très proche de toi, il est toujours bien habillé, il sent toujours bon. Pendant que quelqu'un à qui lui n'aime pas, pour lui, c'est que toi, tu trouves bien habillé, trouve ça pas bien habillé, qu'il ne sent pas bon. Et parce que le fonctionnement des 5 sens vers le monde extérieur passe par le cerveau gauche. Et on voit ça même avec les épices, quand on utilise les épices, par exemple, pour des enfants qui grandissent en Europe, et puis tu utilises des épices africains ou des épices indiens ou des épices qui ont des vertus alimentaires. Et dès que l'enfant sent l'odeur qu'il ne reconnaît pas, qui n'est pas une odeur de culturellement ou une odeur sucrée, directement l'enfant ne veut même pas y goûter. C'est dégueulasse, c'est pas bon, c'est pas bien fait, c'est pas fait au maximum. Donc en fait, c'est vrai quand on réalise que le plus on s'enferme à l'intérieur de tous ces paramètres, on devient aveugle en réalité, parce on se referme et puis on pense qu'on voit mieux, mais on devient plus aveugle. C'est comme quand on porte des lunettes. Au début, on nous dit porter des lunettes pour mieux voir. En fait, on réalise qu'en portant des lunettes, on voit de moins en moins. Parce que, pourquoi on perd de vue? Parce que essayer de voir avec les yeux extérieurs, ok, fait partie du, comment je peux dire ça, du fonctionnement de ces senseurs visifs à travers le cerveau gauche. C'est la seule manière de percevoir le monde extérieur avec les 5 sens. Il faut passer avec le cerveau gauche. Or, le cerveau gauche fonctionne par normes discriminatoires. Il divise. Et plus on divise les choses, plus les choses deviennent confuses. Rentre dans une maison, commence à mettre la télé là-bas. Et puis tu auras une confusion, tu ne seras plus en mesure de voir la plus petite chose. Et aussi longtemps qu'on est orienté à faire fonctionner les yeux en utilisant le cerveau gauche, parce que je vais distinguer celui-là de celui-là, les yeux commencent à continuer à mourir. Mais ils ne meurent pas. Ce n'est pas la mort de l'œil. C'est tout simplement l'œil qui s'aligne de plus en plus avec le cerveau gauche. L'alignement profond de la vie avec le cerveau gauche porte à la désagrégation de la perception. Parce que ce n'est pas à ça que l'œil a été préparé à faire. La maladie de l'œil ne se trouve pas dans l'œil.
La maladie de l'œil se trouve dans le mauvais rapport qu'il existe entre les senseurs de l'œil, les sens de l'œil et le corps. Parce qu'il ne devait pas être orienté au corps. Ces senseurs ne nous servent pas à voir l'œil, mais à voir l'esprit. Quand on voit l'esprit, et l'esprit voit tout. Maintenant, dit comme ça semble une très belle chose, difficile à réaliser. Mais commençons à réfléchir très profondément. Cela nous apporte à ce qu'on appelle les détachements. Nous voulons voir parce que nous sommes attachés au monde physique. Nous y sommes attachés. Nous voulons avoir tout sous contrôle. Et c'est cette maladie née de cette faille-là. Quand nous détachons de ce monde physique, nous faisons des efforts pour sortir des besoins de contrôle éphémères. De toute façon, notre œil se concentre sur notre organe, pas l'organe, mais l'essence de la vie va se reconcentrer sur l'esprit. L'œil est fait pour voir l'esprit, non pour voir le monde extérieur. L'esprit, c'est lui qui voit le monde extérieur. Le nez est fait non pour respirer les odeurs du monde, mais pour vous dire respirer l'odeur de l'esprit. C'est l'esprit qui fournit les détails sur le monde extérieur. La langue est faite non pour parler aux humains, pour parler à l'esprit. C'est l'esprit qui parle aux humains. Le toucher est fait pour rentrer en contact avec l'esprit, pour toucher l'esprit, toucher l'inconnaissable. C'est l'esprit qui touche les humains. Non comprendre ces fonctionnements, c'est vivre dans le mal. Le mal vient de la conception des sept. Sept, c'est-à-dire, sept, c'est celui qui pousse la barque de Aoussar. Il est en relation avec Aoussar, il est extérieur. Sept est le monde extérieur, ok? Le monde physique, le système lympho-drainatique, le système immunitaire, ok? Il doit travailler pour le monde intérieur qui est, lui, l'esprit, qui est Aoussar. Tu vois la relation? Sept pousse la barque de Aoussar. Il travaille pour l'Aoussar. Sept est les cinq sens. Ok? Maintenant, quand Sept arrête de travailler pour Aoussar et veut le monde pour lui-même, nous avons la destruction. Ouais. La destruction signifie la maladie, la confusion, la perte de vie, la perte de toucher, les maladies des os, la guerre, la rébellion, et tous. Donc, par exemple, le mal des oreilles, c'est le fait qu'on n'écoute pas l'esprit. Oui. On ne veut pas écouter l'esprit, on veut seulement écouter ce que les hommes disent. Et le mal de l'oreille est réellement relié avec le mal de parler. On parle aux êtres humains. On parle à l'extérieur. On ne parle pas à soi. Quand on parle à soi... Ou bien on ne dit, on ne parle pas le message de l'esprit. Oui. Pas. Mais quand on parle à soi, généralement, on est en train de se critiquer. Ah, moi, on se lamente de soi. Moi, je ne fais pas ça bien. Moi, comme ça, moi, ceci. Ah, pauvre moi. C'est mieux que de même pas écouter alors. Non. Le langage intérieur est très important. Ça, c'est le point essentiel, la clé de toute libération. Comprendre. Ça, c'est la clé pour avoir un niveau de conscience. Absolument. C'est la voie guidant à la conscience. La voie guidant à la conscience. Les cerveaux droit, gauche et 7. Les cerveaux droit et Aoussar. Le cerveau gauche doit être au service du cerveau droit. Il doit pousser la barque de Aoussar qui est le cerveau droit. C'est-à-dire, il est en communication avec les cerveaux droits. Il est au service du cerveau droit.
Quand maintenant, à 7, ce n'est plus au service du cerveau droit, quand nos 5 sens ne sont plus au service de l'esprit, ils sont dans ce que nous appelons la rébellion. Et la rébellion est la source du mal. La perte de conscience dont on parle, la tombée des anges déchus. C'est 7 qui se libèrent des Hausa. C'est nos 5 sens qui abandonnent leur poste de transmission, de contact permanent avec l'esprit. C'est le cerveau gauche qui pense qu'il peut modifier le monde et faire ce qu'il veut en abandonnant toute guide provenant du cerveau droit. Dans le cerveau gauche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la raison, l'intellect, les opinions et la foi. Dans le cerveau gauche, qu'est-ce qu'il y a? La conscience. Et c'est tout. Cerveau gauche, monde 0. Cerveau droite, monde 0. Cerveau gauche, monde 1. Un doit toujours dépendre de la source. Quand un ne dépend plus de la source, l'équation est déséquilibrée. Le résultat est faussé depuis l'origine même. Alors, en dernier, je pense qu'une question personnelle, c'est comment faire pour mieux écouter soi-même et mieux, je pense, avoir un dialogue avec la conscience, sa conscience. C'est pourquoi à l'Académie de la culture noire kémétique, nous avons tout un ensemble des enseignements. Ce sont des enseignements, quand tu les suis depuis, par exemple, la thérapie de l'enfant intérieur et le commence du chapitre 0, ce sont des enseignements qui donnent des informations sur l'esprit. On apprend, pour parler avec quelqu'un, il faut les connaître. C'est pas, tu rencontres quelqu'un, tu dois avoir les connaître, avoir quelques informations avec lui, après développer une conversation. Absolument. Sinon, on est effrayé. Tel qu'on l'en est, parler avec l'esprit, c'est difficile. Parce qu'on ne connaît rien de l'esprit. On ne sait même pas là où les trouver. C'est comme ça, j'ai dit dans l'Académie culture noire, les 11 chapitres, ce sont des informations relatives à l'esprit. Il ne faut pas les mémoriser. Il ne faut pas en faire des sujets intellectuels pour aller se défendre la thèse kémétique quelque part. Ce ne sont pas de l'information pour aller faire des conférences. C'est de l'information à travers les 11 chapitres qui nous permettent de savoir quelque chose de plus sur notre esprit. Chacun sur son propre esprit. C'est en ces moments-là que les choses deviennent intéressantes parce qu'on connaît son esprit. L'esprit est véhiculé à travers quelque chose de très particulier qu'on appelle la culture. La culture aussi peut être définie comme l'esprit d'un peuple. À nous, Noirs, il est difficile aujourd'hui d'accéder à la conscience parce que généralement, nous avons abandonné nos cultures. Mais attention, quand je parle de culture, je ne suis pas en train de parler de la culture coloniale. Je suis en train de parler de la authenticité culturelle noire, qui est aujourd'hui un élément difficilement accessible dû aux déformations et la manipulation de l'information mise en disponibilité par tout le monde. Tous sont devenus des enseignants. Des choses dont généralement à la peine ils maîtrisent. Les maîtrises n'étant pas un problème, ils ne perdent même pas le temps à aller rechercher. Réellement. C'est là que se trouve le problème. Un des premières indications à la recherche de l'esprit, c'est comprendre. Non seulement intégrer son monde culturel, mais avant tout la comprendre. Et les 11 chapitres dans la tradition, dans l'Académie de la culture noire kémétique ont exactement cela pour objectif. Donner, fournir des éléments de compréhension culturelle. Je ne dis pas aux gens, non, vous avez abandonné, vous faites comme votre culture. Mais comment tu vas faire des choses que tu ne comprends pas? C'est de l'idiotie. Ça serait de l'idiotie. Fais seulement. Non. Faire seulement n'a qu'un pouvoir.
Le pouvoir réside dans le fait que l'on comprend ce que l'on est en train de faire. Donc, avant de se lancer dans des pratiques culturelles faites par nos ancêtres, il faut avant tout la comprendre ou avoir des éléments qui nous mettent dans la position de comprendre certains mécanismes. Et les 11 chapitres de l'Académie de la culture noire permettent exactement cela. Je ne dis pas qu'il faut l'étudier minutieusement, mais de temps en temps, écoutez-les. Ça vous donne des informations. Les informations vont vous permettre. Ils ne vous donnent pas des informations, mais vous mettent dans des conditions d'être en contact avec l'esprit. Et à ce moment-là, le tout devient beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Je ne donne malheureusement pas de consultations personnelles. Et tout simplement parce que ça serait trop pour moi faire. Hein, déjà, je fais trop. Mais c'est que nous voulons que beaucoup de personnes intègrent l'académie, apprennent à faire ce dont je suis capable de faire. À ce moment, il y aura 10 000 consultants, 10 000 personnes qui pourraient donner des consultations personnelles. Et ça serait vraiment la vraie richesse. Doua Netcher. Doua Netcher, je pense que c'était vraiment... je suis contente qu'on ait eu ce temps pour parler. C'était très enrichissant pour moi. Très, très, très enrichissant pour moi. Et j'aime beaucoup avoir les palabres. Et j'aime surtout quand je retrouve une information qui résonne fortement en moi. Et je trouve que c'est l'information absolument qu'à partager avec tout le monde. Et de partager cette croissance, si on peut dire ça comme ça, en famille. On partage ça avec tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Dès qu'on a quelque chose de valeur, on le partage. Parce qu'en partageant une information, en fait, il n'y a pas de division, il y a la multiplication. Il n'y a que la multiplication, il n'y a pas de division. Et c'est comme ça que dans le monde noir, on n'amasse pas une connaissance, on la partage. Parce qu'en la partageant, on a multiplié, on a fait grandir, on a donné plus de puissance, on donne plus d'informations. L'être humain, comme on a dit, c'est un être qui a la capacité de créer une très grande source d'énergie. Et donc, on a l'énergie pour multiplier, pas pour diviser. Et vraiment, c'est erroné d'essayer d'amasser de la richesse d'informations, de la nourriture, pendant qu'on est des êtres qui multiplient. Et c'est comme ça que je dis Doua Netcher. Et je suis très contente d'avoir cette information. Et pour ceux qui nous écoutent, vraiment, inscrivez-vous dans l'Académie de la culture noire et partagez ce message à n'importe qui que ça peut aider. Et surtout, le plus important, c'est le travail personnel sur tout le monde. Donc, l'information, elle est accessible à tous. Et c'est comme on dit, elle est accessible à tous, elle est donnée à tous, mais ce n'est pas tout le monde qui va l'intérioriser. C'est ça qui est l'important. Et aussi, dans l'information, on prend ce dont on a besoin. Ce dont on n'a pas besoin, on laisse pour l'autre. On n'a pas besoin de diminuer une information parce que l'information n'est pas faite pour tout le monde. Elle est faite pour ceux qui en ont besoin. C'est comme on dit, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Quand la personne veut l'information lui arrive. Donc pour moi, comme conclusion, je dis Doua Netcher et j'espère vous retrouver très prochainement. Et vraiment, Doua aussi. Doua Netcher, Doua Mondra, Doua Netcher. Je conclue comme toujours en me retournant vers Mama Wandombe, la source, et en disant dans la langue Ntungara de nos ancêtres, qui est la langue de l'unité culturelle et la langue classique. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura manketipa erura.